Bonsoir tout le monde, alors merci d'être venu à ce meet-up du groupe Open Source Genève. Merci d'avoir bravé les éléments. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu votre courage, je crois, ce soir, malheureusement. Alors, on va vous faire une présentation des solutions de SIEM open source. Donc moi je m'appelle Jérôme Stonenberg, je vais co-présenter ça avec donc Clément Ampaille qui est notre expert ELK, Ceph, etc. chez Clevernet Systems. Donc Clevernet Systems c'est une société genevoise qui est spécialisée dans les solutions d'infrastructure, de développement web et de data intelligence. Donc on a deux groupes Meetup qui sont donc le Genève Open Source Meetup et puis le Lausanne Open Source Meetup qui sont là. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. On va refaire cette présentation à Lausanne en septembre ou octobre dans le groupe Lausanne Open Source Meetup. J'aimerais juste remercier le café voisin où on est ce soir pour nous avoir accueillis. Alors, très rapidement, donc, la présentation va durer une petite heure ou quelque chose comme ça et puis ensuite on pourra avoir une session de questions-réponses. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Entre-temps, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler de SIEM. Et donc, on va regarder surtout les solutions open source ELK, OSSEC et Wazoo, qui sont un peu les solutions de référence aujourd'hui pour tout ce qui est SIEM en open source. Donc, je vais juste d'abord faire une petite présentation de ce que c'est le SIEM rapidement. Donc le SIEM, qu'est-ce que c'est? C'est Security Information and Event Management. C'est en fait ensemble le SIEM et le SEM. Donc le SIEM, c'est le Security Information Management, c'est tout ce qui est gestion à long terme des logs, donc gestion et archivage des logs. Et puis le SEM, c'est le Security Event Management, c'est plus tout ce qui est real-time monitoring, donc c'est-à-dire gestion des événements de sécurité. Donc qu'est-ce que peut faire le SIEM? Qu'est-ce que doit faire un SIEM? Qu'est-ce qu'on attend d'un SIEM? Un SIEM doit pouvoir faire de l'agrégation de données, donc c'est-à-dire c'est en fait de la centralisation de logs et de la consolidation de tous les logs de votre parc IT de façon exhaustive. Ensuite, un SIEM doit faire de la corrélation de logs. Et donc la corrélation de logs, c'est quoi? C'est le fait de lier des événements entre eux par des attributs communs afin d'extraire des données brutes, des données qui ont un sens. L'alerting, c'est quoi? C'est l'analyse donc automatique des données que vous avez corrélées, puis la création d'alertes à partir de ces données. Le dashboard, c'est quoi? C'est d'obtenir une vue très high level et centralisée donc, de tous les événements de sécurité de votre parc IT. Ce qu'on attend aussi classiquement d'un SIEM, c'est la compliance. Donc c'est la possibilité d'avoir une vue centralisée du niveau de compliance de votre parc. Et puis, on attend aussi d'un SIEM le fait de pouvoir faire de la rétention de données, donc c'est-à-dire de la rétention sur le long terme, soit pour des raisons de compliance, parce que vous devez garder vos données sur 5 ans, 10 ans ou quelque chose comme ça, soit parce que vous voulez faire de l'analyse sur les données à long terme. Et puis le dernier point qu'on attend, la dernière fonctionnalité qu'on attend d'un SIEM classiquement, c'est de pouvoir faire du forensic analysis, donc de l'étude de ce qui s'est passé quand vous avez par exemple eu une faille de sécurité. Donc qu'est-ce qu'on va corréler dans un SIEM? Très classiquement, et c'est l'élément de base d'un SIEM, on va corréler des logs. Donc c'est les syslogs Unix, les Windows Event Logs, les logs qui arrivent de vos éléments réseau passifs ou actifs, les logs des firewalls, et puis aussi bien sûr les logs qui arrivent de vos bases de données ou de vos applications. Donc ça c'est vraiment la base. Mais on va pouvoir envoyer plein d'autres choses dans un SIEM. On va pouvoir envoyer par exemple les résultats de scan. Donc par exemple, si vous avez des scanners qui checkent l'intégrité de vos fichiers sur vos serveurs, vous allez pouvoir envoyer les résultats de ces scans vers votre SIEM.
Par exemple, si vous avez ça sous Windows, si vous avez des systèmes qui checkent l'intégrité des clés de registre, là aussi, vous allez pouvoir envoyer ça dans votre SIEM. Si vous avez des antivirus ou des outils qui font de la détection de rootkit ou de malware, là encore, c'est quelque chose que vous pouvez envoyer dans votre SIEM. Ensuite, vous avez tout ce qui est détection de comment on dit d'intrusion, merci. Détection d'intrusion. Ça, typiquement, c'est si vous avez des IDS, donc des systèmes de détection d'intrusion, que ce soit des IDS host ou réseau, vous allez pouvoir envoyer tout ça dans votre SIEM. Généralement, quand vous mettez ça en place, vous avez besoin d'une base de données. Typiquement, c'est des logiciels comme Snort, Suricata, OSSEC qu'on va voir juste après. Et donc, cette détection d'anomalies peut se faire soit sur des signatures, donc là, vous avez une base de données, soit sur des anomalies. Donc, par exemple, quand vous avez tout à coup un trafic qui n'est pas normal, qui explose ou qui s'arrête, par exemple. Autre chose que vous allez pouvoir envoyer dans votre SIEM, c'est tout ce qui est analyse de comportement. Donc là, avec des outils comme NetFlow, NTOP, Nagios, Centreon, etc., ou ce que vous avez pour faire le monitoring de votre parc IT, vous allez pouvoir faire de la détection de choses qui ne sont pas usuelles. Même chose, par exemple, pour vos applications. Si vous avez des outils qui détectent qu'il y a des logins multiples, qu'il y a des logins qui sont réussis après tout un tas de logins qui ne sont pas réussis, ça c'est le genre de choses que vous avez envie d'envoyer dans votre SIEM. Et puis dernièrement, c'est tout ce qui est Vulnerability Assessment, donc c'est des outils qui sont cette fois-ci moins passifs et plus actifs et qui vont effectivement essayer de pénétrer vos systèmes, donc typiquement des outils comme OpenVS, Metasploit, Aircrack, Nessus, etc., ou des outils qui vont tester la compliance de vos systèmes. Typiquement Nessus, ici, c'est un scanner de compliance qui va détecter si vos systèmes sont compliant PCI DSS ou CIS ou ce que vous voulez d'autre. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les envoyer dans votre SIEM. Donc, très rapidement, des exemples d'outils dans le landscape du SIEM aujourd'hui. C'est vraiment pas du tout exhaustif, hein, c'est juste quelques exemples. Vous avez par exemple Splunk qui fait donc de la corrélation de logs, Splunk Enterprise for Security qui va rajouter un module, enfin une couche de SIEM par-dessus. Vous avez des outils comme OSSEC qu'on vous présentera après qui est un host IDS open source. Vous avez des outils comme AlienVault qui sont, ça c'est une boîte noire qui utilise tout un tas d'outils open source à l'intérieur, dont OSSEC, pour analyser votre parc. Donc vous achetez ça, c'est une boîte noire, et vous la posez sur votre réseau, vous mettez des sondes un peu partout, et puis ça vous fait des très jolis dashboards. Vous avez des outils comme Logrism et IBM QRadar, que je ne connais pas du tout, mais que j'ai mis là parce qu'ils sont dans le carré en haut à droite du Magic Quadrant de Gartner. Donc c'est des outils qui sont assez connus et assez répandus. Vous avez des outils comme Tenable Security Center, qui sont des outils qui vont tester la compliance de vos systèmes. Tenable, lui, il utilise en interne un outil open source qui s'appelle Nessus, qui est un scanner de vulnérabilité. Vous avez après des outils comme Elasticsearch, donc la fameuse stack ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana, qu'on va vous présenter après aussi, qui est un peu l'alternative open source à Splunk. Puis vous avez des outils comme Wazoo, qu'on va vous montrer aussi après, qui sont des outils open source. Là, Wazoo va utiliser ELK et puis OSSEC pour avoir une solution de SIEM open source. Donc, on va vous présenter ELK. ELK dans le contexte du SIEM, donc ELK pour faire du SIEM. Très rapidement aussi, je ne veux pas passer trop de temps sur l'explication de comment fonctionne ELK. Là, c'est vraiment pour voir comment ça marche dans le contexte du SIEM. Mais très rapidement, le ELK, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez une stack avec 3 outils qui sont Logstash, Elasticsearch, Kibana. Logstash, c'est un outil qui va ingérer
tout un tas de données qui proviennent de votre parc IT, donc des logs, des bases de données, des web services, des résultats d'exécutables, ça ingère énormément de choses différentes. Vous pouvez aller ici pour voir la liste des plugins d'input de Logstash. C'est une liste assez impressionnante. Vous pouvez vraiment lui envoyer tout et n'importe quoi. Donc son job à lui, c'est quoi? C'est de prendre toutes ces données et puis de les injecter, de les ingérer et puis de les transformer et de les envoyer ensuite à la base de données qui s'appelle Elasticsearch. Donc Elasticsearch, c'est un moteur distribué de Search et Analytics qui va très très rapidement pouvoir parser vos données et trouver ce que vous voulez chercher. Et puis Kibana qui est en fait l'outil graphique qui va permettre de naviguer dans les données de Elasticsearch. Donc la stack ELK, ça se compose de plusieurs outils. Vous avez des outils qui sont open source, donc c'est-à-dire que c'est des outils qui sont donc des vrais projets open source, hein, mais qui sont donc sponsorisés par la société qui s'appelle Elastic et qui est aux États-Unis et qui sponsorise le développement de ces projets open source. Donc vous avez plusieurs outils, c'est les trois dont je vous parlais juste avant, Logstash, Elasticsearch, Kibana, puis Beats qui est un petit outil qui est très lightweight, vous allez pouvoir installer sur vos serveurs et qui va prendre les datas et les envoyer à Logstash. Donc ces quatre outils-là sont open source, hein, ils sont gratuits, vous les téléchargez, vous les installez, il n'y a pas de souci. Et puis, parce qu'il faut bien qu'ils mangent chez Elastic, bien sûr, ils ont ce qu'ils appellent le X-Pack, qui est un pack avec des logiciels qui sont payants. Donc, il y a tout un tas de plugins propriétaires payants, donc par exemple Security, qui va vous permettre de mettre en place du Access Protection, enfin de la protection d'accès aux données qui se trouvent dans Elasticsearch. Donc c'est une couche airbag en fait, Role-Based Access Control, que vous rajoutez par-dessus Elasticsearch. Vous avez le module d'alerting qui va vous permettre de générer des alertes si vos données dépassent certains thresholds ou s'il y a présence de certaines données dans votre Elasticsearch. Monitoring, qui est un outil qui va vous permettre de faire du monitoring de votre cluster Elasticsearch. Et puis, vous avez Graph et Machine Learning, qui sont deux plugins assez récents qui vont vous permettre de visualiser sous forme de graphe vos données et qui vont vous permettre de faire du machine learning sur vos datas. Donc ça vient de sortir, ça c'est très très prometteur et très intéressant. C'est quoi le coût de la stack ELK si vous prenez donc le X-Pack avec du support et maintenance? Le coût, c'est un coût qui est par JVM et pas par quantité de données quotidiennes que vous analysez, contrairement à Splunk. Donc c'est un coût par JVM. Si vous avez un cluster de 3 nœuds, par exemple, vous payerez 3 fois la licence. La licence est annuelle et vous avez 2 niveaux de licence. Et quand vous achetez les licences ELK, ça vient avec du support et de l'engineering aussi, par la mise en place du cluster. Alors, ça c'est un fichier de config de Logstash, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Imaginons qu'on veuille analyser ces logs-là, qui sont des logs que vous allez reconnaître, c'est des logs Apache, hein, avec l'adresse IP, la date et puis l'URL qui est demandée. Ben, vous allez créer un fichier de config Logstash qui est relativement simple, dans lequel vous dites, en input, je vais prendre les fichiers, les access logs de mon serveur web. Et puis ensuite, ces données-là, je vais les faire passer dans 3 filtres. Le premier, c'est ce qu'on appelle un filtre Grok. C'est un filtre qui va matcher des expressions régulières. Et donc ici, vous mettez l'expression régulière à matcher. Donc ça, c'est une expression. Enfin, ça, les logs Apache, c'est très très connu comme format. Donc l'expression régulière, on la mentionne même pas. Hein, on met juste combine Apache log, il sait ce que c'est. Voilà. Et ça va donc analyser tous ces logs-là. Par l'expression régulière qui est. Et puis,
ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ce flux et puis ça va transformer les lignes ici en couple de clés-valeurs. Donc vous allez avoir client IP égale ça, date égale ça, URL égale ça, user agent égale ça. Et ensuite, vous allez faire passer ce flux de données dans deux filtres supplémentaires. Le premier, c'est un filtre date. En gros, ça c'est un filtre qui va vous permettre de transformer la chaîne de caractères dans laquelle il y a la date en une vraie date qui est reconnue par le système. Et puis un troisième filtre qui va faire de la GeoIP, où vous allez pouvoir dire je veux essayer de déterminer la longitude et la latitude qui correspondent à cette IP-là. Et donc ensuite, j'envoie tout ça ici en output dans un Elasticsearch, dont le nom de l'index est ça, et l'Elasticsearch se trouve sur cette adresse IP. Donc on passe en fait de ça à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, on a ici le agent qui vaut ça, on a le client IP qui vaut ça, on a ici toute la GeoIP avec le nom de la ville, le pays, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La request qui est ici, hwplogin.php. Voilà. Donc, on utilise Logstash pour transformer les logs en couple de clés et valeurs. Voilà, donc je vais laisser maintenant Clément faire une démo de ELK. Il va vous montrer ça plus visuellement. Je te laisse décrire l'architecture. Alors je vais vous faire une démo de ELK et elle sera installée sur une infrastructure que vous voyez là. Donc le but du cluster qui est là, c'est de récupérer les logs des différents équipements qu'il y a là. Donc tout à gauche, on a Internet et directement à l'entrée de l'infrastructure, il y a un firewall, un pfSense. Donc c'est aussi un firewall open source pour ceux qui connaissent. Ensuite, derrière ce firewall, toutes les requêtes web sont redirigées vers un reverse proxy. Donc là, c'est simplement un serveur qui va répartir la charge sur différents serveurs en fonction de l'adresse qui est demandée, en fait. Ça, c'est un Nginx aussi. Et puis, derrière Nginx, il y a tous les serveurs web qui sont concernés par les requêtes, et là, c'est des serveurs Apache. Les deux derniers services sont hébergés sur des machines virtuelles, juste à titre indicatif. Ok. Et puis, comment concrètement c'est implémenté avec ELK? Donc, sur le firewall, il y a simplement une redirection de log qui est faite avec le service syslog, simplement. Donc ça, c'est envoyé vers une troisième machine virtuelle qui contient Elasticsearch et Logstash. Donc, l'entrée du firewall est traitée par Logstash et ensuite ajoutée dans Elasticsearch. Et puis, pour ce qui est de Nginx et Apache, là, j'utilise le lightweight client dont a parlé Jérôme juste avant, donc Filebits, qui va récupérer les fichiers log des deux services et aussi les envoyer vers la troisième machine virtuelle qui contient Logstash et traiter ces flux indépendamment avec la bonne syntaxe, etc. Donc ça, c'est le panneau d'administration de Kibana. Donc ça vous sert à visualiser les données qui se trouvent dans Elasticsearch, parce qu'Elasticsearch est un moteur qui fonctionne uniquement en API RESTful. Donc à moins que vous lisiez couramment le JSON, c'est pas hyper user-friendly. Du coup, vous pouvez connecter Kibana à votre Elasticsearch et ça vous donne ce genre de vue. Donc ça se sépare en plusieurs parties. Il y a la barre supérieure. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme information et contrôle là-dessus? Donc vous pouvez définir ici le scope sur lequel vous voulez afficher les données. Donc là, ça a été réglé sur les 15 dernières minutes. Mais vous pouvez rapidement choisir des valeurs qui vous sont plus parlantes, un mois, un an, etc. Et puis à gauche, vous pouvez définir un temps de rafraîchissement. Donc là, toutes les 5 secondes, les données sont rafraîchies en temps réel. Enfin, toutes les 5 secondes du coup. Ça aussi, vous pouvez définir des valeurs qui vous sont plus personnellement utiles. À gauche, donc, vous avez un bouton stop pour stopper le rafraîchissement si vous voulez lire les logs qui sont affichés. Ensuite, vous pouvez simplement sauvegarder et ouvrir des documents. Je vais vous faire une démo de ça après. Voilà. Et puis, autre donnée intéressante dans la barre supérieure, il y a le nombre d'entrées qui sont affichées à l'écran dans la timeline qui est ici. Donc là, on voit que les 15 dernières minutes, Nginx a reçu 170 requêtes en gros. Donc ça vous donne une idée aussi de la quantité de données qui transitent par vos équipements. Voilà. Donc ensuite, là, vous avez la timeline en temps réel, enfin chiffrée en date, avec le nombre
d'entrée log en fonction du temps. Ça vous donne un graphique aussi qui vous donne une vue d'ensemble de ce qui se passe. Ensuite, en dessous, vous avez simplement les entrées, donc les clés valeurs qui ont été créées par Logstash et qui sont simplement affichées les unes sous les autres, classées par date toujours. Et sur la gauche, vous avez la liste de toutes les clés valeurs qui ont été générées par Logstash et que vous pouvez utiliser par la suite. Donc par exemple, où est ma souris? Hop. Donc par exemple, vous pouvez cliquer sur le verbe, et puis donc là, ça vous donne un top 4 des valeurs qui ont été enregistrées pour la clé verbe en fait. Donc vous voyez qu'il y a en gros 50% qui sont des profind, 21% qui sont des requêtes get, 15% des requêtes head, et puis en gros 10% des posts. Donc ça vous donne des informations assez rapidement sur ce qui se passe pour chaque clé valeur. Donc ensuite, tout ça c'est très bien, mais la moitié des informations qui sont là, elles sont peut-être pas hyper intéressantes. Entre autres, l'offset, c'est une valeur qui m'est pas super utile. Donc ce serait bien d'épurer un peu tout ça pour afficher uniquement les champs qui nous parlent à nous, simples humains. Donc pour faire ça, vous pouvez à gauche cliquer sur les champs qui vous intéressent, et puis vous avez un bouton Add que vous pouvez utiliser. Donc moi j'aimerais bien voir la client IP. Donc ça s'affiche ici. Pourquoi pas le pays, enfin le nom de la ville d'où provient l'IP, la requête qui a été faite, et puis la réponse du serveur par exemple. Voilà, donc là ça vous permet d'avoir des logs qui sont déjà beaucoup plus lisibles et qui sont utiles pour pouvoir rapidement savoir ce qui se passe. Vous avez également un champ dont je n'ai pas parlé, c'est une barre de recherche en fait. Donc ça fonctionne comme Google, vous pouvez taper absolument ce que vous voulez dedans et Elasticsearch va vous dire si oui ou non vous avez des résultats qui correspondent à vos critères. Donc là par exemple on peut faire une requête pour demander toutes les requêtes qui ont été faites depuis Saint-José par exemple. Donc pour faire ça, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez, je ne vois rien du tout, voilà, GeoIP, et puis à Genève il ne s'est rien passé, par contre si on met Paris par exemple, voilà. Donc là j'affiche uniquement les requêtes qui ont été faites depuis Paris, les 15 dernières minutes, donc on a 12 résultats qui sont parvenus les 12 dernières minutes, et pour la petite histoire, on va en avoir besoin plus tard. Ça, c'est une requête qui a été faite en fait par un FileBit au moment où il envoie ces données. Donc ces données, elles sont envoyées en HTTP post et elles passent à travers le reverse proxy, donc évidemment, il y log. Donc du coup, ça, c'est des requêtes qui ne sont pas physiquement humaines, donc on va en parler un peu plus tard. Donc tout ça, c'est sympa. Et donc là, vous voyez qu'il se passe pas mal de trucs. Donc il y a entre autres les requêtes qui sont faites par FileBit, il y a les requêtes qui sont faites par de la synchronisation OwnCloud. Donc c'est un cloud de stockage de fichiers. Donc à chaque fois qu'il fait une requête sur un fichier, vous avez l'URL qui apparaît. Et puis vous avez tout un tas d'autres requêtes qui sont faites, qui sont simplement des utilisateurs de l'application web qui est hébergée derrière le reverse proxy. Donc c'est ces requêtes-là qui nous intéressent, parce qu'entre nous, tout ce qui est les services qui sont utilisés ou les envois de logs, ce n'est pas des données qui nous intéressent physiquement. Donc pour ça, on peut trier de manière un peu plus subtile, comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement tapé la requête ne doit pas contenir /API, parce que en général, tout ce qui tape sur une API, c'est pas tellement un humain. Elle ne doit pas contenir remote.php, parce que là, en fait, tout ce qui contient remote.php concerne la synchronisation d'agenda ou de contacts. Donc là aussi, ce n'est pas des interactions vraiment humaines, etc. Il y a tout un tas d'autres règles que j'ai définies un peu arbitrairement pour ressortir uniquement les requêtes qui sont physiquement, possiblement humaines. Donc ça nous donne du coup plus que 21 requêtes sur les 15 dernières minutes au lieu des 170 qu'on avait avant. Donc gros trafic. Hop. Voilà.
Donc ça, c'est une vue qui est intéressante pour debugger ou comprendre ce qui se passe sur votre infrastructure. Mais vous avez aussi la gestion des dashboards. Hop. Donc à gauche, vous pouvez visualiser des informations. Donc vous pouvez par exemple créer un graphique sur les données qui proviennent du reverse proxy et puis par exemple afficher les requêtes par pays. Donc vous pouvez à gauche choisir un terme et puis un champ. Donc par exemple, hop. Voilà, et ça vous fait un graphique sur les données que je vous ai montré avant, pardon, avec le nombre de requêtes qui ont été faites, enfin le pourcentage de requêtes qui ont été faites par pays, donc en vert Paris, en bleu Tokyo, etc. sur les requêtes précédentes. Et là pareil, vous avez la barre de recherche, donc vous pouvez aussi utiliser des recherches un peu plus particulières et ça vous change le contenu du graphique directement en temps réel en fonction des informations que vous voulez faire ressortir de tout ça, quoi. Ensuite, donc ça, c'est admettons que ce soit un pie chart qui soit intéressant pour nous. On peut par exemple le sauvegarder. Hop. Donc vous pouvez lui donner un nom. Ce sera un meetup chart. Hop. Donc voilà, là il a été enregistré et puis vous pouvez par exemple le partager. Donc là, vous avez tout un tas d'options. Donc vous pouvez l'intégrer dans un autre site, en générer une iframe, donner le lien à quelqu'un, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Hop. Voilà. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez à partir de plusieurs visualisations comme on vient de faire, créer un graphique, un dashboard, pardon. Donc là j'en ai créé un pour vous. Voilà, donc on voit pas très bien. Mais en gros, ça c'est un dashboard, et un dashboard il se compose de plusieurs visualisations en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez en rajouter, en déplacer, les agrandir, etc. Donc là, on aimerait rajouter notre graphique qu'on a créé juste avant. Donc vous pouvez cliquer sur édition tout en haut. Et puis, donc là, vous voyez toutes les visualisations qui sont utilisées. Et puis vous pouvez en ajouter. Donc on peut ajouter le meetup chart qu'on a créé juste avant. Et puis il apparaît ici en bas. Donc je peux dire que ça prend toute la largeur. Et puis, quand je suis content, je peux sauvegarder mon dashboard. Voilà. Et là, pareil, vous pouvez le partager, l'intégrer sur un site en fonction de ce que vous voulez faire avec. Donc là, pareil, vous voyez que le dashboard, il se rafraîchit toutes les 5 secondes. C'est toujours réglable en haut, comme d'habitude. Vous pouvez changer aussi le temps que vous voulez afficher sur le dashboard, c'est toujours valable. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, toutes vos visualisations sont liées les unes aux autres. Donc par exemple, là vous voyez le nombre d'actions qui ont été bloquées par le firewall, le nombre de connexions entrantes qui sont acceptées, le nombre de connexions sortantes, la répartition des protocoles, et puis les pays, les requêtes par pays, aussi en violet celles qui ont été acceptées et en rouge celles qui ont été bloquées. Ensuite vous avez une carte du monde avec la provenance des requêtes, vous pouvez vous balader et puis vous avez l'échelle des requêtes. Et puis également les 10 requêtes les plus consultées, avec le nombre de fois qu'elles ont été accédées, et puis le graphique qu'on a créé avant. Donc là, par exemple, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que on voit beaucoup de trafic UDP, beaucoup de trafic TCP, et puis l'ICMP, on a de la peine à le distinguer sur le graphique, donc j'aimerais comprendre pourquoi. Donc vous pouvez cliquer dessus, et là en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a rajouté un keyword ICMP. Donc en fait là, le dashboard n'affiche uniquement les informations qui concernent le protocole ICMP. Donc là, du coup, on voit qu'il n'y a plus que 4 connexions qui ont été bloquées. Il y en a une qui est sortante, et puis elles vont toutes vers l'Allemagne. Donc voilà, grosse carte du monde. C'est en Allemagne. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez revenir à la normale en supprimant simplement le filtre. Vous pouvez en combiner plusieurs, donc dire par exemple tout ce qui est trafic TCP qui vient d'Allemagne et qui est bloqué. Et puis là, ça vous affiche le dashboard avec ces informations-là. Très bien. Donc là, j'aurais besoin d'un assistant, s'il vous plaît. Donc moi, je vais lancer une attaque là sur une des VM de cette architecture. Donc,
parti. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit assez rapidement? On voit qu'il se passe des choses en provenance de France. Donc le graphique des connexions qui ont été autorisées augmente, normalement. Voilà, donc là, par rapport à l'état... Oui. Question, est-ce que l'affichage, au lieu d'être blanc sur noir, il peut être noir sur blanc? Il peut être carrément noir sur blanc, oui. Parce que Oui, effectivement, c'est une bonne remarque. Donc là, vous pouvez utiliser le dark theme ou pas, en fonction de si vous êtes plutôt obscur ou pas. Voilà. Donc là, c'est en blanc. Et c'est effectivement beaucoup plus lisible. Bonne remarque. Voilà, donc là en France, par rapport à l'état qui était normal avant, vous voyez qu'il s'est passé des choses en France. On voit que dans les requêtes les plus demandées, on a eu 1200 requêtes sur un slash password. Donc ça, c'est pas une activité hyper normale. Donc pour debugger, vous pouvez vous rendre dans le Discover. Et là en fait, vous voyez que le graphique a changé de tête par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc avant, on avait en gros 170 requêtes toutes les 15 minutes. Et là, on est passé à 1600 avec un énorme pic ici. Donc plus de 1000 requêtes qui ont été faites ici. Et puis vous voyez que c'est des slash password. Et en l'occurrence, pas de chance, c'est une 404. Donc il faudra repasser. Et vous pouvez voir aussi l'IP source directement. Donc là, ce qu'on peut faire qui est intéressant, c'est que vous pouvez stopper le rafraîchissement, parce que là, vous avez un cas qui vous intéresse et vous voulez comprendre ce qui s'est passé. Donc vous pouvez stopper le rafraîchissement et sélectionner une zone, une période qui vous intéresse. Donc là, c'est vraiment la période du pic. Voilà. Et là, donc ça a actualisé tout en haut l'affichage de la date, et ça contient uniquement les logs qui ont été générés durant cette période-là. Donc en l'occurrence, la majorité sont des slash passwords qui ont été tentés. Voilà, donc vous pouvez voir ce qui se passe. C'est la fête. Bientôt, vous allez pouvoir aller faire la fête. Voilà. Un peu de patience. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce typé-là, il y a quelqu'un de pas hyper bien luné aujourd'hui et qui avait envie de tout casser. Donc on pourrait prendre ce typé et voir s'il a fait quelque chose d'autre sur l'infrastructure. Donc par exemple, est-ce qu'il a tenté des connexions douteuses sur le firewall ou quoi que ce soit. Donc on peut prendre ce typé-là, la copier, se rendre donc à gauche. Vous pouvez sélectionner l'index Elasticsearch que vous voulez. Donc ça, un index, c'est quoi? C'est juste une pile dans laquelle se remplissent les logs. Et vous pouvez naviguer de l'un à l'autre sans souci. Donc là, on était sur Nginx, donc c'est le reverse proxy. Et maintenant, on va aller sur le firewall pour voir si cette personne a tenté des connexions douteuses qui ont été par exemple bloquées. Donc, on peut aller sur le firewall. Vous voyez que ma requête d'exclusion, elle est toujours valide. Ma zone de temps qu'on a choisie avant, elle est toujours valide aussi, même si on a changé d'index. Et puis, là, par exemple, donc ça, c'est les valeurs qui n'ont plus de sens parce qu'un firewall n'a pas de requête. Enfin, les champs qui sont relevés par un firewall sont différents de ceux par un reverse proxy, évidemment. Donc là, les choses qui peuvent être intéressantes, c'est l'IP source, la destination, l'action, et puis le port de destination, par exemple. Donc là, on a tout ça, et puis on aimerait savoir ce qu'a fait notre criminel. Voilà, donc là, j'ai rentré l'IP source qu'on a pu relever plus tôt, et on voit que notre criminel a tenté des accès en 443, donc ça c'est via HTTPS, donc c'est les requêtes slash password qu'on a vu avant. Et je vois aussi que notre assistant a tenté des connexions à SSH qui ont été clairement bloquées. Donc voilà. Ça vous donne une idée de comment on corrèle en fait, les informations qui proviennent d'éléments différents. En fait. C'est ça. Est-ce que vous avez une question? Oui. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a le moyen d'envoyer des notifications, des alertes en fonction d'événements ou d'un changement de comportement Alors, avec Elasticsearch standard, donc le pack open source, non. Mais avec le Xpack, vous avez toute la gestion des notifications, tout à fait. Et puis sinon, ce que vous pouvez faire, c'est développer votre appli ou avoir une solution externe qui va se fournir en données dans Elasticsearch et qui, lui, va faire le traitement de « Ah, est-ce que c'est un traitement normal ou pas ?» Et si c'est le cas, c'est l'application externe qui va déclencher une alerte. Ça, vous pouvez faire aussi. Ouais, typiquement, si vous avez un Nagios à côté, vous pouvez très facilement écrire un check Nagios qui va faire une requête dans Elasticsearch pour déterminer si ce que vous voulez monitorer est là ou pas. Et
ça va très facilement générer une alerte nageuse. Voilà, mais là c'est Nagios qui envoie l'alerte. Oui, tout Si à on fait. voulait faire de l'alerting directement depuis Elasticsearch, il faut le Xpack. Là, il faut l'Xpack, oui, tout à fait. Ou le développer soi-même. Ce qui est relativement simple à faire, parce que c'est tout en API, en fait, hein, c'est du reste. Donc là, c'était relativement lightweight parce qu'il y a 170 requêtes toutes les 15 secondes, toutes les 15 minutes. Mais dans un vrai environnement, vous allez avoir des dizaines de gigas par jour qui vont transiter dans votre cluster ELK parce que vous allez lui envoyer tout et n'importe quoi. D'accord, donc on est après sur des gigas à dizaines de gigas par jour. Donc là, ce qu'il faut vraiment, c'est une infrastructure qui tient un peu la route. Et donc pour ça, ELK est vraiment super parce que c'est nativement, dès le départ, c'est construit pour être distribué. Et donc, comment ça marche Elasticsearch, pour être clusterisé, ça marche comme ça. On va démarrer avec un nœud vide, okay, qui est ce qu'on appelle le master, le node 1. Et ce nœud-là, on va créer donc un index dedans, comme on a fait tout à l'heure. Et donc, cet index va être découpé en shards. Donc, on va avoir le shard primaire 0, primaire 1, primaire 2, etc. Donc, c'est comme du sharding de base de données classique. Hein. Ça coupe les données horizontalement ou verticalement. Et puis, donc, ce premier nœud va contenir un index avec des shards. Et puis, ce qu'on va vouloir faire après, c'est rendre tout ça hautement disponible et donc rajouter un nœud de réplication. Donc l'idée, ça va être de rajouter un node 2 ici. Donc c'est une deuxième JVM. Hein, donc si vous achetez le Xpack, c'est le deuxième nœud à payer, d'accord, deuxième licence à payer. Et donc ici, il va automatiquement créer des shards de réplication R0, R1, R2 qui seront des réplications de P0, P1, P2. Donc ça va vous permettre d'avoir de la redondance et donc une haute disponibilité des données que vous envoyez à Elasticsearch. Et puis ensuite, c'est là que ça devient intéressant, on va pouvoir rajouter des nœuds pour faire du scaling horizontal. Et Elasticsearch va automatiquement réallouer les shards. Donc typiquement ici, on va avoir P0, donc P0 qui était là, qui va migrer ici, R2 qui était là, qui va migrer là. Et donc ça va permettre de balancer en fait la charge sur plusieurs nœuds. Et le nombre de nœuds que vous pouvez rajouter, c'est vraiment énorme. Donc ensuite, si vous voulez augmenter encore la disponibilité, la réplication, vous passez en number of replicas égale 2. Donc vous voulez avoir 3 fois la donnée dans votre cluster. Et vous allez vous retrouver avec le nœud 1 qui a R0, P1, P2, le nœud 2 qui a R0 qui est une copie de R0, R1, R2, et puis P0, R1, R2, etc. Voilà. Une idée du sizing. Alors, c'est une slide que j'ai faite pour vraiment donner une idée très très vague, enfin très high level, on va dire, du sizing. C'est vraiment impossible d'estimer les requirements disques et hardware pour un cluster ELK, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que c'est très très difficile. Donc, ça, c'est des chiffres qui, enfin, si vous implémentez ça, ça va pas être ces chiffres-là, d'accord, mais c'est juste pour donner une idée. Donc, par exemple, pour du 100 GB par jour de données brutes, hein, on va mettre en place 4 nœuds, donc 3 nœuds Elasticsearch plus 1 nœud Logstash et Kibana, avec 8 cœurs par nœud et 64 GB par nœud. Donc, quand vous mettez 64 GB sur un nœud, il y en a 32 qui sont pour la JVM, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que plus que 32 de toute façon, et 32 qui sont pour le système. Les nœuds peuvent être virtuels ou physiques, ça ne changera pas grand-chose. Il y aura un léger overhead en virtuel, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui va faire la différence, c'est les disques SSD, bien sûr. C'est là que ça va faire la grosse différence. Et surtout, le storage local. Donc quand vous avez des volumes de données qui sont aussi énormes que ça, et de toute façon, pour n'importe quel volume de données, si vous déployez un cluster Elasticsearch, ce qu'il faut surtout penser, c'est avoir du storage qui est local. Donc soit local à la machine, soit local à l'hyperviseur sur lequel vous faites tourner la VM dans laquelle il y a Elasticsearch.
Surtout pas de SAN, parce qu'autrement, toutes les données qui rentrent dedans repartent sur le réseau du SAN, ce qui est un peu, ce qui est pas très intelligent. Donc les données, donc les requirements en espace disque, ça dépend bien sûr du nombre de logs que vous envoyez par jour et de la politique de rétention, parce que bien sûr, plus vous gardez les logs longtemps et plus vous avez besoin d'espace disque. Généralement, on multiplie les requirements en espace disque par 1,5. Donc on multiplie les données brutes que vous envoyez à Elasticsearch par 1,5 pour obtenir la taille de ce dont vous avez besoin pour stocker les données dans Elasticsearch. Et puis vous multipliez bien sûr tout ça par le number of replicas que vous avez dans votre cluster. Donc par exemple, si on fait du 100 GB par jour et qu'on a une rétention de 3 mois avec 2 réplicas, on va se retrouver avec 27 TB de data. Bon, mais de nouveau, ça c'est vraiment c'est le calcul high level. Il y a énormément de choses qui vont faire que ça va varier. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il y a quelques temps, alors peut-être que ça a changé, mais Elasticsearch déconseillait justement de mettre les datas avec les index, de stocker la data en fait dans Elasticsearch. Donc maintenant ça a changé. De stocker la data dans Ouais, Elasticsearch. les données brutes ne sont pas normalement dans Elasticsearch, c'est que les indexations. Oui, c'est-à-dire que vous enlevez la partie, le message, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Ouais. Donc typiquement ici, ça fait partie des choses qu'on fait. Ici, par exemple, vous avez donc les datas qui étaient là, hein, elles ont été changées en couple de clés-valeurs. Ici, vous avez les couples de clés-valeurs, donc qui sont indexés. Puis ici, vous avez le message original, et celui-là, il faut le virer. Ça, c'est clair. Parce qu'autrement, c'est x2. Hein, donc, voilà. Donc ça, oui, tout à fait. Et à une certaine époque, il me semblait qu'il fallait avoir 3 nœuds minimum pour avoir une certaine redondance des données et être sûr. Donc on part forcément avec 3 nœuds. Oui, c'est 3 nœuds minimum pour avoir de la redondance. The no SAN recommendation is purely from an economical point of view or technical? Parce que So it is because of the latency when you say technical? Yeah, because you're going to send everything to the SAN, so you're going to eat up your SAN. It's gonna cost a fortune in terms of SAN, because your SAN gigabyte costs so much more than your local storage gigabyte. So it's gonna cost you a fortune. Yeah. But of course, yeah, the SAN would be maybe fast, but not compared to local SSD. Voilà, donc on vous a fait une présentation de ELK et comment on peut utiliser ELK pour faire de la corrélation donc dans un contexte de recherche d'analyse d'events de sécurité. Là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'est-ce qui va se passer si on connecte par exemple un host IDS à Elasticsearch et qu'on lui envoie tout ce que le host IDS analyse. Alors pour ça, on a une solution open source qui s'appelle Wazoo, qui est en fait une solution qui va intégrer une stack ELK plus le logiciel open source qui s'appelle OSSEC. Et OSSEC, c'est un host IDS qui va vous permettre donc de récupérer tous les événements de sécurité de votre host. Donc, bien sûr, dans une architecture classique de SIEM, vous ne connecteriez pas que le OSSEC, vous connecteriez aussi peut-être un network IDS ou vos firewalls, ou etc., etc. Mais donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'est-ce que ça donne si on envoie un host IDS à Elasticsearch. Donc, comment ça marche l'architecture d'OSSEC et donc de Wazoo? C'est très simple, hein, vous avez un serveur qui récupère les données qui arrivent de plusieurs agents. Donc vous avez des agents pour Windows, pour Solaris, pour Linux, pour HPUX, pour VMware. Et donc, généralement, c'est ça ce qu'on fait. On met un agent par serveur et cet agent s'occupe d'analyser tout ce qui a trait à la sécurité sur ce serveur-là. Ici, donc là, on retrouve un ELK. Ce n'est pas le même ELK que tout à l'heure. Ça, c'est l'ELK Wazoo, donc dans lequel on a les données de OSSEC. Et donc, on a OSSEC installé sur 3 machines, donc le serveur Wazoo lui-même, un Linux qui s'appelle Billing, et puis un Windows qui s'appelle Windows 10. Donc, de nouveau, on a tout un tas d'informations ici qu'on va vouloir
simplifié. Donc l'idée, c'est d'afficher uniquement les champs qui nous intéressent. Donc moi, je vais afficher le agent name. Donc ça, c'est le nom de la machine sur laquelle il y a OSSEC qui est installé. La description de la règle qui a eu lieu. La source IP qui a généré cette alerte. L'ID de la rule et le level de la rule. Alors, hop, collapse-moi tout ça. Hop, voilà. Ah, c'est un petit peu juste. Je peux collapse encore à gauche? À droite de... Ouais. Ah oui, merci. Non. Merci. Voilà. Donc là, on affiche le nom de l'agent, la description de la règle, donc l'alerte en fait qui a eu lieu, l'adresse IP source, le numéro d'ID de la règle du host IDS et le rule level, c'est le niveau de criticité de ce qui s'est passé. Donc là, j'affiche par exemple les 30 derniers jours. Voilà. Il n'est pas très rapide, hein, ça se voit. Mais bon. Ça ira bien pour la démo. Donc ici, je vais tenter par exemple quelque chose comme ça. Hop. Excusez-moi, je prends un mot de passe. Donc là, je fais un sudo sur la machine Oiseau. Et puis, je vois que j'avais pas le droit en fait. Et donc, du coup, normalement, je devrais retrouver ça ici. Oups, pardon. Voilà, et donc je retrouve ici l'alerte. Donc, unauthorized user attempted to use sudo. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Donc on voit la date, le serveur sur lequel ça a eu lieu, le numéro de la règle 5405. Donc c'est la règle qui s'occupe de checker ce genre de choses-là. Et puis la gravité. Donc là, on est sur du 5. Donc je pourrais par exemple filtrer par rule level. Donc je vais dire rule level de point 10. Je vais récupérer toutes les alertes de niveau 10. Et là je retrouve quoi? Je retrouve en fait toutes les alertes qui sortent de la démo précédente. Donc les 404 en fait qu'on a fait précédemment. Donc ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va pouvoir faire des dashboards. Donc là, l'idée, ça va être d'afficher toutes ces informations de façon beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mon dashboard CIEM. Donc on a des informations de très haut niveau. Donc on voit que dans la dernière journée, il y a eu 3498 alertes. 0 alerte de niveau 12 ou plus, donc ça c'est bien. Une authentication failure et puis 16 authentication success. Donc là on a un autre graphique qui va nous montrer l'évolution par niveau d'alerte. Donc on voit que ici on a surtout des alertes de niveau 3 et puis là on a des alertes de niveau 5 ici. Ça c'est typiquement les 404 qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on a le top 5 des agents qui génèrent des alertes. Donc, on voit que ce serveur-là, il est très problématique. Il génère beaucoup d'alertes. Ensuite, il y a celui-là. Ensuite, il y a le Windows 10. C'est bizarre parce que c'est différent de la vraie vie. Et ensuite, donc l'évolution des alertes, top 5 agents. Le user qui est à la source du plus grand nombre d'alertes, l'IP qui est à la source du plus grand nombre d'alertes, donc là typiquement on retrouve l'adresse IP qui a généré les 404 tout à l'heure, le groupe qui fait le plus, le groupe auquel appartient l'alerte qui revient le plus souvent, et puis ici on a le requirement de compliance PCI DSS qui revient le plus souvent. On verra ça après. Et donc, ici, on a quelque chose d'un peu plus précis. On voit donc le nombre d'alertes par règle. Donc, on voit que ce qui revient le plus souvent, c'est les problèmes de SE Linux. Ensuite, c'est les 404 qu'on a générés tout à l'heure.
Ensuite, c'est par exemple ici les problèmes d'intégrité des clés de registre Windows, etc., les Windows Logon Success, etc., etc. C'est un agent supplémentaire à mettre sur chacun des serveurs Oui. pour faire Alors- de l'OSEC? Oui, alors typiquement c'est du host IDS, donc à part le système qui scanne pour les rootkits et tout ça, c'est principalement de l'analyse de log. Donc si tu veux pas déployer ce genre d'agent partout, bah, il y a une solution bien sûr, c'est d'utiliser déjà quelque chose de centralisation de log, puis de mettre l'agent à cet endroit-là. Typiquement quand on déploie du ELK pour des environnements Windows, on ne met pas le bits, le file bit sur chaque Windows. On utilise le système de centralisation de log natif de Windows pour envoyer tous les logs Windows sur une machine, et puis on met l'agent bits Elasticsearch sur cette machine-là. Et là, tu peux faire un peu la même chose en fait. Ça évite de déployer des agents partout parce que ça devient un peu intrusif. Et puis le nombre d'agents que vous mettez sur chaque machine commence à devenir un peu énorme. Vous parliez de Windows là. Si on a, je sais pas, 2 serveurs Windows avec 2 agents bits, donc c'est 2 sources différentes Oui. pour le search. On peut dans Kibana afficher plusieurs sources en même temps ou c'est Oui. où il faut passer par l'agrégateur de log pour après afficher. Parce qu'à chaque fois, on montrait l'exemple, on choisissait une source. Oui, alors en fait, ça c'était des index en fait. Donc c'est-à-dire qu'on utilise un index pour contenir les données qui se ressemblent. Donc typiquement, quand vous avez des logs qui arrivent de plusieurs machines, vous allez tous les envoyer sur le même index. Et si après vous voulez voir les logs qui viennent de telle et telle machine, vous pouvez utiliser du OR dans la barre de recherche. Vous dites tel client, OR tel client, OR tel client. C'est ça. Ouais. Ça sera 2 index différents. Alors vous pouvez après bien sûr mélanger ces sources dans le même index. La question c'est est-ce que les clés, des couples de clés valeurs là, que vous extrayez des logs, est-ce qu'il y a assez de clés qui sont identiques pour que ça serve à quelque chose, pour que ce soit logique en fait de mettre ces données dans le même index. Mais après ça c'est un problème c'est une analyse que vous allez faire avant de déployer votre Elasticsearch pour savoir comment vous organisez vos index et comment vous segmentez en fait vos données. Est-ce que c'est le module de machine learning là, que propose maintenant dans l'Xpack qui fait un peu ça, c'est-à-dire qui peut faire une corrélation, on va dire, entre tous ces index un peu hétérogènes? Alors je ne connais pas du tout le module machine learning, il est très récent, je n'ai même pas regardé encore. Mais je crois pas. Enfin, il me semble que ça, le machine learning, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous afficher des courbes comme ça, et puis il va vous mettre des warnings à un moment où la courbe elle est plus la même que les 100 cycles précédents. Donc il va essayer en fait de détecter des anomalies dans des comportements qui sont usuels. Mais je ne saurais pas répondre à ta question. Ouais. Il y a des interfaces externes pour accéder à Alors Kibana non, parce que Kibana c'est une interface pour accéder aux données d'Elasticsearch, mais Elasticsearch c'est une API REST, donc derrière oui il y a des outils qui vont permettre d'accéder aux données, mais c'est typiquement quelque chose que tu vas développer toi-même, tu vois, pour extraire ce que tu veux en fait. Ça n'existe pas en Si, elle existe. analyse comportementale, des choses un peu plus évoluées que la machine learning. Si, il y a sûrement, je ne saurais pas des noms, mais il y a sûrement. C'est une API, donc il y a énormément de choses qui ont dû être créées pour récupérer des données d'Elasticsearch. Juste pour revenir là-dessus, Kibana, c'est ce que je vous ai montré avec les liens de partage, vous pouvez récupérer certaines informations directement sous forme visuelle, pas sous forme de Alors un autre dashboard, là on était dans un dashboard général, maintenant on va regarder un dashboard policy monitoring. Donc ça c'est typiquement si vous voulez analyser la compliance de votre parc, eh bien vous allez pouvoir utiliser OSSEC pour déterminer quels sont les requirements
par exemple CIS ou PCI DSS qui reviennent le plus souvent. Et donc là, vous avez des dashboards qui vous permettent de voir si votre parc est compliant CIS ou PCI DSS. Donc, voilà, donc, par exemple ici, on voit des exemples de requirements CIS qui ne sont pas satisfaits sur cette machine qui s'appelle Billing. Donc typiquement, on a ici par exemple dans le root du comment on appelle ça, dans le root du serveur web, on a un fichier qui n'est pas commun, donc le système dit attention possible compromise. Derrière vous avez SELinux qui n'est pas activé, vous avez la couche graphique qui n'est pas désactivée, etc. Donc du coup il remonte toutes ces alertes là, et donc ça va vous permettre de voir si votre parc est compliant ou pas. Ensuite, donc le nombre de règles, c'est là que ça devient intéressant, le nombre de règles qui existent de base dans OSSEC, plus celles qui ont été rajoutées par le projet open source Wazoo, c'est un nombre assez énorme, je ne sais plus exactement, mais on est dans les milliers. Et elles sont par exemple ici, donc là vous avez la règle qui détecte shell shock, ici vous avez des règles qui détectent par exemple des buffer overflow sur du NFS, etc., etc. Je vais vous montrer le groupe de règles qui a à voir avec Windows, non pas Windows, mais Windows. Donc ici, OSSEC va pouvoir nativement vérifier que des scopes DHCP ne sont pas full, que le groupe administrateur sous Windows n'a pas changé, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, qu'il n'y a pas McAfee qui a détecté un virus qu'il n'a pas réussi à enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, le serveur DHCP de Microsoft, les logs sont temporairement sur pause parce qu'il n'y a plus d'espace disque. Hop. Multiple Windows login failures, etc., etc. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses nativement. Il y a beaucoup de règles, il y a plusieurs milliers de règles. Et donc, là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez bien sûr écrire vos règles custom. Donc, très rapidement, comment ça fonctionne. Ici, je vous montre le GitHub donc, de Wazoo, où il y a des exemples de règles. Donc, pour écrire une règle pour OSSEC, il va falloir d'abord écrire un décodeur. Un décodeur, c'est ce qui va permettre d'analyser le log, un peu comme ce que fait Logstash dans la stack ELK. Donc si je vais chercher, les décodeurs SSH ici, vous allez pouvoir voir des exemples de décodeurs qui analysent ce genre de messages-là. Donc on va créer un décodeur qui s'appelle SSHD, qui est activé dès que le nom du programme qui émet le log est SSHD. Et ensuite, on va écrire des décodeurs enfants pour chaque différent cas. Donc, par exemple, ici, si on voit accepted et puis cette expression régulière-là, on va pouvoir en extraire le port, le LibreSource, le user qui s'est logué, etc., etc. Hop. Donc, quelque chose d'un peu plus simple peut-être. Clamav, qui est l'antivirus open source. Ici, on a un décodeur qui s'appelle ClamD. Et donc, typiquement, ici, un décodeur qui va permettre qui s'appelle ClamDFound et qui va être activé quand il y a un log qui dit qu'il a trouvé un virus. Et donc, de là, il va extraire le nom du virus, etc., etc. Hop. Et donc, une fois que vous avez écrit ces décodeurs, vous allez écrire des règles. Donc là, un exemple de règle pour le décodeur Clamav. Hop. Voilà. Donc là, typiquement, on a la règle qui s'appelle 52500 et qui est en fait la règle générique qui regroupe tous les messages de ClamD, donc le démon Clamav. Et puis, on a ici la règle 52502 qui est une règle donc de niveau 8, on retrouve les levels qu'on a vus tout à l'heure, qui est en fait activé quand Clamav dit qu'il a détecté un virus. Voilà.
Et puis ici, on a par exemple la règle 52 511. Ça, c'est une règle qui va être activée, donc qui est de niveau 10, qui va être activée quand il y a 6 fois la 52 502 qui est trouvée. D'accord, donc on va pouvoir dire, s'il y a 6 virus d'affilée, on va faire une alerte CLAMAV virus detected multiple times. Ça, on le voit très bien dans les règles Apache. Voilà. Ici, on a la règle 30115 qui détecte une URI invalide. Et puis, on a ici la règle 30116 qui est de niveau 10, beaucoup plus haut, qui va être déclenchée si, dans 120 secondes, on a au moins 8 fois la 30115, et auquel cas, il dit Apache Multiple Invalid URI Request from Same Source. Donc vous voyez un peu le fonctionnement de OSSEC. Les règles sont relativement simples à écrire, et ça va vous permettre donc de sortir ce genre de message-là. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un exemple de comment utiliser Elasticsearch quand vous connectez donc un host IDS dessus et tout un tas d'autres éléments. Donc on peut déjà faire pas mal de choses en open source. Hein. On n'est pas très loin de la fonctionnalité que propose par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure, AlienVault, qui d'ailleurs utilise ce genre d'outils à la base. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On voulait vous montrer ça parce que on pense quelque chose qui est très à la mode en ce moment avec tous les besoins SIEM. Et donc typiquement là, avec de nouveau l'attaque qui est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ça, c'est le genre de choses qui est vraiment très intéressant à mettre en place parce que ces attaques peuvent être facilement reconnues. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir si votre parc est compromis ou pas. Et je pense que vous pouvez le faire assez rapidement avec ce genre d'outils sans que l'investissement soit trop énorme. Voilà, merci. Je vous laisse...